exercice 2 de la série numéro 1. Dans cet exercice, notre but est de chercher les fonctions qui permettent de calculer les mesures des opérateurs L carré, Lx, Ly et Lz, c'est-à-dire les valeurs propres de ces opérateurs-là en même temps dans un mouvement à r fixe. Mouvement à r fixe, c'est-à-dire que la partie radiale de la fonction d'onde est constante. Donc, on peut chercher dans un premier temps la partie angulaire de la fonction d'onde globale psi qu'on la note y, xy, z, avec l'action de Lz sur la fonction y donne petit b fois y. Y, c'est la fonction propre associée à la valeur propre b de l'opérateur Lz. Et l'action de L carré sur la fonction propre y donne petit c fois y. De même, y est la fonction propre associée à la valeur propre c de l'opérateur L carré. Ici, vous remarquez que y est une fonction propre à la fois de L carré et Lz. Pourquoi? Parce que Lz et L carré commutent. Je répète, dans cet exercice-là, on se propose de déterminer les valeurs de B et C. Pour commencer, nous avons besoin des expressions de Lx, Ly et Lz, et aussi celles de L carré. Dans l'exercice précédent, nous avons déterminé ces expressions, notamment celles de Lx, Ly et Lz, mais en coordonnées cartésiennes. Or, l'utilisation des coordonnées sphériques constitue un moyen très pratique. Pourquoi? Parce qu'elles permettent tout simplement de séparer facilement les variables r, θ et φ. Ces expressions sont les suivantes. Elles sont obtenues à partir des valeurs de celles de x, y, z exprimées en coordonnées sphériques. Dans la question θ, on vous demande de dire pourquoi il suffirait de considérer les équations en Lz et L carré pour déterminer les fonctions propres qui satisferont à l'équation de Schrödinger. Donc, pourquoi? Pour la simple raison car Lz ne dépend que de φ. Lz représente l'opérateur le plus simple et ne dépend que de φ. Le calcul est donc très simple et la résolution est facile. De même pour L carré, il ne dépend pas de R. Et puisque Lz et L carré commutent, les fonctions propres de Lz sont aussi fonctions propres de L carré. Je passe à la question suivante. Ici, je vais traiter la question B et C, puisqu'il s'agit de même question. La question est de résoudre l'équation associée à Lz en adoptant une séparation de variables. Donc là, vous remarquez l'utilité de l'utilisation des coordonnées sphériques. Je peux procéder à une séparation des variables θ et φ. Donc là, je vais considérer la fonction y comme étant constituée de deux fonctions, une qui dépend de θ et l'autre qui dépend de φ. L'équation associée à Lz est la suivante. L'action de Lz sur y donne petit b fois y. Je remplace Lz par son expression, ce qui donne moins ih bar dérivé de y par rapport à phi qui est égal à petit b fois y. Et on a y θ qui est égal à sθ fois t de phi. Donc je remplace dans cette expression-là ce qui donne moins ih bar dérivé du produit sθ t de phi
par rapport à phi qui est égal à A, B, S de θ fois T de phi. Ici, je dérive par rapport à phi, or S de θ ne dépend que de θ, il ne dépend pas de phi. Donc, je peux faire sortir le S θ, ce qui donne moins IH bar S θ, dérivé de T par rapport à phi, qui est égal à B fois S θ D de phi. Et je peux simplifier alors par S θ, ce qui laisse moins IH bar dérivé de T par rapport à phi, qui est égal à B fois T de phi. J'intègre et j'obtiens l'expression de T de phi qui est égale à A, une constante que je la note grand A fois l'exponentielle de IB sur H bar fois phi. Là, c'est la solution générale de T de phi, avec A est une constante. Question suivante. Sachant que la solution doit être univoque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que T, puisque T ne dépend que de phi, il s'agit alors d'une fonction de révolution autour de l'axe Z, c'est-à-dire que le changement de phi en phi plus 2p laisse le Lz invariant. Et donc, T de phi plus 2 est égal à T de phi. Donc, je vais utiliser cette propriété pour trouver les valeurs de B. Donc, je remplace phi par phi plus 2 et je simplifie premièrement par la constante A et aussi par l'exponentielle de IB sur H bar fois phi, ce qui laisse exponentielle de IB sur H bar de P est égal à 1. L'exponentielle de IB sur H bar fois 2P, c'est l'équivalent de cosinus B H bar de P plus I sinus B H bar de P qui est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie réelle est égale à 1 et la partie imaginaire est égale à 0. Les valeurs de B sur H bar de P qui vérifient ces deux conditions sont 0, plus ou moins 2p, plus ou moins 4p. Si je simplifie par 2p, il reste b sur h bar qui est égal à 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. Ou encore b qui est égal à 0, plus ou moins h bar, plus ou moins 2 fois h bar, plus ou moins 3h bar, etc. B, c'est la valeur propre de Lz, qu'on peut l'écrire aussi sur la forme de B qui est égale à mh bar avec m est égal à 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. M est un entier. Donc là, vous voyez l'apparition de la quantification de ce nombre. Donc il s'agit, c'est le nombre quantique magnétique. Question E. Quelles sont les valeurs prises par la composante Lz de L? B est la valeur propre de Lz d'après la question D. B est égal à mh bar avec m est égal à 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. C'est-à-dire que les valeurs prises par Lz sont sous la forme de mh bar ou encore 0, plus ou moins h bar, plus ou moins 2 fois h bar, etc. Question F. Dans cette question, on cherche à déterminer l'expression finale de T en utilisant la condition de normalisation. L'expression de T est la suivante. Avec B est égal à m h bar, donc je peux remplacer B par son expression dans T, ce qui donne T de phi qui est égal à l'exponentielle im phi. Donc là, on veut déterminer la valeur de A en utilisant la condition de normalisation.
Donc t est normé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégrale du conjugué de t fois t dit de phi est égal à 1. Phi varie de 0 à 2p. Cette intégrale-là est égale à 1, puisque t est normé. Je remplace t par son expression. Le conjugué de t est moins im fois phi. Je simplifie par ces deux exponentielles, ce qui laisse l'intégrale de a carré de 0 à 2pi d de phi est égale à 1. L'intégrale de d de phi, c'est phi, qui varie de 0 à 2pi. Donc j'obtiens a carré fois 2pi est égal à 1, ce qui donne a est égal à plus ou moins 1 sur racine de p. Et donc l'expression de t de phi est plus ou moins 1 sur racine de 2p. Je remplace a par son expression fois l'exponentielle de im phi, ou encore t de phi qui est égal à 1 racine de 2pi fois l'exponentielle de im phi. Pourquoi? Parce que la fonction d'onde n'a pas de signification physique que si elle est élevée au carré. Dans la question suivante, on se propose de déterminer les fonctions propres à L carré. Donc pour cela, je vais considérer la relation, ou bien l'équation L carré y θ de phi qui est égal à petit c fois y θ de phi, avec y, c'est le produit de s fois t, et l'expression de t est 1 sur racine de 2p fois l'exponentielle de im fois phi. Et aussi j'ai l'expression de L carré que je peux la simplifier sur cette nouvelle expression. La question c'est d'établir une équation aux dérivées partielles en θ qui permettent de déterminer les valeurs de C. Donc notre but c'est juste d'établir une équation de second ordre en S de θ. Pour cela, je vais considérer l'équation L carré y est égal à petit c fois y, dans laquelle je vais remplacer L carré par son expression et aussi y par le produit s fois t. J'ai l'expression de t de phi et je remplace donc par 1 sur racine de pi l'exponentielle de im phi, ce qui est égal à petit c s de θ fois 1 sur racine de p l'exponentielle im phi. Je simplifie premièrement par 1 sur racine de 2p et je développe ce calcul-là, sachant que s ne dépend que de θ et l'exponentielle ne dépend que de phi. Donc là, je dois faire attention à ce dérivé-là pour avoir finalement l'expression ou bien l'équation de second ordre en s-θ suivante. Donc l'équation finale que je vais obtenir est d carré par rapport à θ carré de s de θ plus cotangente de θ dérivée de s par rapport à θ plus c sur h bar moins m carré sinus carré de θ, le tout multiplié par s de θ. Donc là, il s'agit d'une équation de second ordre en s de θ dont la résolution permet de trouver le s de θ. Donc, dans la partie précédente, nous avons déterminé la partie en phi. Ici, la résolution de cette équation permet de donner le s de θ. Et alors, on peut avoir l'expression finale ou bien globale de y, fonction propre de L carré. Dernière question de cette partie-là, petite h. La question est de comment varie m selon les valeurs de L. Donc là, j'ai L qui est supérieur à égal à la valeur absolue de m, ou encore
m y compris entre moins L et L, avec m est égal à 0 plus ou moins 1 plus ou moins 2, etc. Ça veut dire que m peut prendre les valeurs de moins L plus 1 jusqu'à L. Au total, je vais avoir 2L plus 1 valeur de m.